Velours. Un vent de fraîcheur qui décoiffe. Cube Radio. Alexandre Moranville-Ouellette, plaisir de te retrouver et tu vas nous apprendre sur ce nouveau phénomène qui est le doxing, un fléau de la radicalisation sur les réseaux sociaux. On en apprend à tous les jours. Mais oui, non, radicalisation, ça l'est utilisé par des gens radicalisés ou radicaux pour une certaine frange de personnes, mais c'est surtout un nouveau phénomène qui est utilisé là, depuis quand même quelques années, Yasmine, pour intimider le monde. Sérieusement, là, c'est comme ça que je pourrais le nommer. Le doxing, c'est pas compliqué. Ça vient de quand tu signes un document Word, à la fin, ça finit par docx, pour un document. D'où vient le terme doxing? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier sur le web des informations personnelles comme oui, le nom, mais souvent l'adresse, le lieu de résidence, la job de quelqu'un, publier où habite sa famille, par exemple, toutes sortes d'informations qui sans nécessairement avoir été glané de manière, illégale, parce que ça peut arriver quand même, mais la plupart du temps, simplement des gens qui vont, pour nuire à quelqu'un, publier des informations personnelles pour que tu puisses retrouver la personne en général. Puis qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? C'est sûr que si tu publies, par exemple, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse courriel, ces gens-là, c'est une invitation grande ouverte, là. Les portes sont grandes ouvertes pour que tu te fasses intimider. C'est ça qu'on veut. Mais ça, c'est pour de l'harcèlement, pour intimider, pour insuffler un sentiment d'insécurité, puis dire, regarde, à la limite menacer à yeux, à mots à peine couverts. Mais est-ce que c'est efficace? Il y a des gens qui se font menacer après ça, puis leurs familles se font menacer à très grande échelle. Puis c'est arrivé beaucoup dans les dernières années, là. Il y avait certaines personnes anti-masques, par exemple, qui s'étaient mis à publier des informations sur des politiciens au Canada pour que ces politiciens-là se fassent harceler. On a vu ça plus récemment également. C'est revenu dans l'actualité. Par exemple, aux États-Unis, beaucoup des exemples qui ont été mis de l'avant. C'est dans la dernière semaine, par exemple, Jim Jordan, le républicain pour lequel certaines personnes voulaient qu'on vote pour lui au Sénat. Il y a des gens qui se sont mis à doxer, parce que c'est comme, on peut l'utiliser comme un verbe, se sont mis à doxer un des représentants républicain du Colorado, qui lui, il a décidé de pas voter pour Jim Jordan, mais qu'est-ce qui est arrivé? On a doxé ses informations personnelles, puis maintenant, il est obligé d'avoir un garde du corps devant l'école de ses enfants parce qu'ils reçoivent des menaces de mort. Il y a des gens qui disent, on sait où t'habites, on a suivi ton enfant vers l'école, on sait il est où, attention à toi, puis attention à ta famille. Pardon? Mais c'est ça les conséquences du doxing. Puis même si la personne qui se dit, je vais exposer quelqu'un comme ça, ça y apprendra, tu le sais pas, qu'est-ce qui arrive après avec le reste des gens qui, eux, vont pouvoir se jeter dans la fosse aux lions, derrière l'anonymat de leur écran et de leur clavier, pour se jeter dans la mêlée. Je reste aux États-Unis. Donald Trump, récemment, Yasmine, a 2 fois, par 2 procès différents, s'est fait mettre ce qu'on appelle un gag order, un ordre bâillon. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il essaie d'intimider constamment les gens dans son procès. Qu'est-ce qu'il a fait il y a moins de 5 jours? Repartager un doxing sur Truth Social, son média, dans lequel on doxe ni plus ni moins que Laetitia James, la Attorney General, la procureure générale de l'État de New York. Et c'est pas criminel de faire ça, Alex? C'est flou. Il y a certains pays qui ont commencé à encadrer le doxing. Il y a certains pays pour lesquels on va mettre une législation qui encadre ça comme il faut, comme étant du harcèlement. Mais pour d'autres endroits, le doxing, c'est que c'est difficile à reprendre parce que les gens sont anonymes sur le web. Ils vont, doxer quelqu'un, ça va se repartager, puis ça va faire boule de neige. Pourquoi je te parle de doxing aujourd'hui, Yasmine? C'est que c'est une pratique qui est reprise en ce moment dans l'ère du temps, le conflit israélo-palestinien, le conflit Hamas-Israël. Il y a du doxing qui se fait à très grande échelle en ce moment sur les réseaux sociaux. Puis c'est une problématique, entre autres, dans plusieurs campus universitaires. Puis ça, je trouve ça particulièrement inquiétant que ce soit quelque chose qui soit étendu à ces domaines-là, où la pensée est censée être libre et censée être critique. À Harvard, en ce moment, il y a une campagne grande échelle de doxing qui se fait contre certains étudiants. Encore une fois, je ne veux pas me positionner là, d'un côté comme de l'autre dans tout ça. Je résume l'histoire simplement. Un comité de Harvard pro-palestinien ont décidé d'émettre une lettre au lendemain des attaques du Hamas dans lequel ils condamnaient un peu les actions israéliennes au travers de tout ça, au lieu de condamner directement le Hamas. Ils disaient, l'Israël, vous savez, sont à l'origine des violences dans l'endroit depuis un bout. Bon. Très maladroit. Je pense que c'était pas une bonne manière de s'exprimer. Hyper maladroit. Même honnêtement, franchement déplacé. Mais depuis ce temps-là, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un comité
de conservateurs qui, eux, se sont mis en tête de doxer toutes les personnes de Harvard qui se sont trouvées sur cette liste-là. Ils ont fait quoi? Louer un camion écran avec, en gros, le visage et les informations personnelles des gens qui se retrouvent sur cette liste-là. Et c'est fou, là. C'est fou de penser que ça peut arriver jusqu'à ce point-là. Mais il y a des gens qui, par exemple, eux, ont juste « Ah, ben, on fait partie d'un comité pro-palestinien, on veut juste mettre notre nom puis l'appuyer là-dessus. » Puis en plus, il y a eu rectification plusieurs jours plus tard du message original. Mais malgré tout, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des gens qui, en ce moment, on reçoit des menaces de mort. Leurs familles reçoivent des menaces de mort. Il y en a qui habitent encore chez leurs parents. Les parents reçoivent des menaces de mort. Puis ça se répand comme une traînée de poudre. Une fois que tu lâches ça dans l'arène numérique, il n'y a plus rien qui freine ça. Il n'y a plus rien qui freine ça. Puis c'est pas les seuls campus. Selon NBC News, entre autres, en ce moment, en Israël, dans les universités israéliennes, il y a ce phénomène-là qui est exacerbé de beaucoup. Évidemment à cause du conflit, mais on parle, entre autres, oui, de publications pro-Hamas, de certains étudiants qui ont, eux autres, carrément été enlevés, censurés. C'est inacceptable. Absolument ça, c'est inacceptable. Mais de plus en plus de cas aussi qui sont rapportés par divers médias en Israël et aux États-Unis qui rapportent qu'on a des cas où, par exemple, une jeune femme, elle, a publié le 7 octobre, date de l'attaque du Hamas, des photos de son mariage. Elle, c'est une femme musulmane. Elle s'est mariée, publie toutes sortes de photos, l'étudiante, en disant « Regardez, je vais me marier, c'est magnifique. » Puis elle citait, par exemple, un passage du Coran, mais qui n'a aucun rapport avec les attaques, simplement pour célébrer son mariage à elle, dans sa confession religieuse. Mais comme ça tombait le 7 octobre, comme son mariage, puis les photos, sa publication tombait le 7 octobre, qu'est-ce qui se passe? Des gens qui se sont mis à partager son adresse, du harcèlement, de l'intimidation, des menaces, tout ça, oui, tout ça se poursuit et continue. Puis on parle de rapports comme ça pour toutes sortes de publications. Des gens, c'est pas toujours des cas de doxing, mais dans certains cas, des universités israéliennes, on va carrément suspendre certains étudiants, certains élèves, dépendamment de leur publication. Des fois, je le dis, c'est normal, c'était vraiment de l'apologie du terrorisme, mais dans d'autres cas, c'est du support de la cause palestinienne, tout simplement. C'est du support des civils. Puis tout ça, on est rendu à quoi? Ça crée soit de la censure universitaire ou ça va jusqu'à l'autre bout du spectre. D'autres étudiants ou même des membres d'administration, on ne sait pas qui fait ça, mais vont doxer des étudiants. Puis après ça, eux se ramassent avec beaucoup d'intimidation, de menaces et de harcèlement qui viennent avec. Je trouve que moi, puis tu le disais tantôt, on peut pas condamner tout ça directement. Moi, c'est mon souhait. Sincèrement, j'aimerais qu'on se dote de politiques sérieuses pour encadrer le doxing puis le cyberharcèlement. Parce que on découvre toujours des nouveaux moyens comme ça de harceler les gens sur le web. L'intimidation, ça se développe, ça se modernise. Hein? C'est comme tout. Puis si on n'est pas capable de mettre un frein sincère puis honnête à tout ça avec des politiques, je sais pas jusqu'où ça va aller. Alex, j'espère que le monde va aussi se rappeler que la guerre et cette période qui est très tendue va finir par passer, puis que c'est pas le moment de casser, briser, détruire des ponts, puis qu'une personne a besoin de la personne qui est devant elle pour pouvoir faire la paix. La paix, ça se fait pas tout seul, ça se fait à deux, ça se fait avec des compromis à deux, ça se fait à se mettre à la place de l'autre. Et faut renforcer les ponts, pas les détruire. Les adversaires d'aujourd'hui vont être les amis de demain. Ne l'oubliez jamais, ce sont les amis d'hier et ça va être les amis de demain. N'insultons pas l'avenir. N'insultez pas l'avenir. Ça peut venir vous rattraper. Alexandre Moranville-Ouellet, toujours un plaisir. Oui. Merci, ton message est entendu, Yasmine. Salut. Au revoir. Depuis 2018,